L'homme dont je vais vous raconter l'histoire se place bien au chaud au panthéon des tueurs en série américains. Danny Rolling. Figurez-vous que c'est pour ça qu'il a tué 8 personnes. Pour être une star, pour être une vedette parmi les serial killers. C'était l'ambition de sa vie. Il y est arrivé. Je débrieferai cette histoire qui remonte à 1990 avec Lionel Cammy, auteur et youtubeur. Sa chaîne YouTube porte son nom. Il est passionné par les tueurs en série américains. Interview que vous écouterez dans un autre podcast. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, Boris Pachinski à la réalisation. Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous amène à Gainesville, en Floride. 80 000 habitants, siège de la 4e plus grande université des États-Unis. C'est une ville qui grouille d'étudiants. Nous sommes le dimanche 26 août 1990 et dans quelques jours, c'est la rentrée. Beaucoup d'étudiants sont déjà là. Les anciens qui ont leurs habitudes et les nouveaux, les yeux écarquillés, un peu perdus, qui cherchent leur marque. Aucun d'entre eux ne peut imaginer combien l'année universitaire qui commence sera effrayante et douloureuse. Christina Powell et Sonia Larson ont toutes les deux 17 ans. C'est leur première année à l'université de Floride. Elles viennent d'aménager en colocation à la résidence Williamsburg. Et ça fait 2 jours. 2 jours que dans leur petit duplex, le téléphone sonne dans le vide. Jamais personne ne répond. 2 jours que les parents de Christina essaient de joindre leur fille pour prendre des nouvelles. Normal. 17 ans, première année à la fac. Les parents sont toujours angoissés de laisser l'enfant s'envoler du nid. Au bout de 2 jours, les parents sont tellement inquiets qu'ils débarquent à Gainesville. Ils vont tout droit à la résidence universitaire. Christina! Christina, tu es là? Christina, ouvre-moi, s'il te plaît. Christina! Pas de réponse. Alors les parents, très inquiets, filent au bureau de police de Gainesville. Elle est très jeune, vous comprenez? Elle n'a que 17 ans. Et ce n'est pas normal qu'elle ne nous réponde pas. Je vous en supplie, aidez-nous à rentrer dans son appartement. S'il vous plaît. Ça peut se faire. C'est à quel endroit? La résidence Williamsburg. Ok. Vous nous attendez ici, hein? Entendu? Nous, on monte dans l'appartement. Je vous l'ai dit, c'est un duplex. Les policiers attaquent leur inspection par le premier étage. C'est là qu'est installée Sonia, la colocataire de Christina. Ils ouvrent la porte de sa chambre. Et ils la trouvent sur le lit, baignant dans son sang. Nue, le corps lardé de coups de couteau, les cuisses et les jambes écartées. Si tu veux mon avis, elle a été violée, cette fille. Avant ou après sa mort, on verra bien. Ce policier a tort. L'autopsie révélera qu'elle n'a pas été violée. Et après, ils prennent l'escalier qui mène à la chambre de la colocataire de Sonia, Christina Powell. Ses parents attendent en bas. Morte, elle aussi. Couchée dans la même position, sur le dos, les jambes écartées. Et elle a été violée. Mais le plus terrible de cette scène de crime, c'est ce qu'on lui a fait au sein. On lui a sectionné les seins, manifestement au couteau. Tchac, tchac. Un barbare. Après le légiste, les 2 filles ont été tuées il y a 48 heures environ. Et pas avec un couteau de cuisine. Regarde la profondeur des plaies et de leur forme très caractéristique. Je pense que l'assassin a utilisé un couteau militaire, messieurs. Je dirais un poignard de type Kabar. Un poignard qui est utilisé par la marine américaine. Il est redoutable. J'ai aussi quelque chose qui va vous intéresser. Concernant la mutilation des seins de mademoiselle Powell.
L'opération, sachez-le, a été réalisée post-mortem. Oui, vous avez bien compris. On lui a sectionné les seins après la mort. Les policiers ont trouvé des traces d'effraction sur la porte de service. C'est sans doute par là qu'il est passé. Et le légiste a relevé des empreintes qui pourraient contenir de l'ADN sur le cadavre de Christina Powell. On est en 1990. C'est une technique nouvelle et pleine de promesses. On verra si elle peut aider à résoudre cette affaire. À part ça, les corps ont visiblement été nettoyés. Et autour, manifestement, on a fait le ménage. Bien, messieurs. Nous sommes d'accord que nous pouvons écarter d'emblée la piste du cambriolage qui dégénère. La mutilation opérée sur l'un des cadavres, le viol de l'une des deux, et ajouterais-je la position dans laquelle on les a retrouvés, indique qu'on a affaire à un très grand pervers. Pas à un voleur. Celui qui est entré dans cet appartement savait ce qu'il voulait. Et il l'a fait. Et franchement, rien nous dit qu'il va pas le refaire. Il est possiblement encore à Gainesville. Et donc, première décision, on va multiplier les patrouilles sur le campus, placer des policiers un peu partout. Il faut rassurer les étudiants qui n'ont pas encore fait leur rentrée. Et ensuite, on se met à chercher des témoins. Est-ce que quelqu'un a vu cet homme rôder dans le coin? Malheureusement, la réponse est non. Il fallait s'y attendre. C'est une grosse affaire. Et donc la police de Gainesville voit débarquer le FBI, avec dans ses bagages les inévitables profilers. Aux États-Unis, on ne sait pas s'en passer. Les gars du FBI sont en train de s'installer dans leur chambre d'hôtel quand tombe une sale nouvelle. Nous avons une jeune fille de 18 ans qui a disparu à Alachua. Personne n'a plus de nouvelles d'elle depuis le 25 août. 25 août, vous dites? C'est-à-dire au même moment que Christina Powell et Sonia Larson. Exactement. La fille s'appelle Krista Hoyt. Elle est étudiante et réceptionniste dans un hôtel et elle ne s'est pas présentée à son travail. Avec ce qui s'est passé, je voulais vous prévenir, quoi. On va aller chez elle. On vous tient au courant. Alachua, c'est à quelques kilomètres de Gainesville. Ils y vont, ils sonnent à la porte, pas de réponse. Alors ils font le tour de la maison et ils découvrent qu'une baie vitrée a été forcée. L'adjoint du shérif passe une tête. 3 victimes, 3 meurtres mis en scène. La tête sur l'étagère, la découpe soigneuse des seins, la nudité, les jambes écartées et le même poignard militaire. On a là tous les marqueurs d'un tueur en série. Il en a tué 3. Il ne faut pas qu'il en tue 4. Bon, pour commencer, vous avez cherché si les 3 filles se connaissaient, si elles venaient de la même ville, si elles fréquentaient les mêmes endroits, si elles avaient les mêmes goûts. Je veux savoir si quelque chose les relie. Malheureusement, la réponse est non. Les 3 filles n'ont rien en commun. Juste le fait d'être toutes les 3 étudiantes. À part ça, rien ne les relie. Et c'est là que les profilers rentrent en action. À eux de tenter de dresser le portrait du coupable. Vu le peu d'indices, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Je crains qu'une fois de plus, ils ne nous déçoivent. Vous ne croyez pas vraiment aux profilers, Rondin? C'est ça? Non. Non, mais c'est pas une question de croyance. C'est juste que je n'en ai jamais vu un seul résoudre une affaire. En revanche, j'en ai vu un paquet se planter. Et parmi les os à ronger par les devins du crime en ce début d'enquête, le couteau, le poignard militaire. Pourquoi utilise-t-il un couteau de ce type? Bon courage, camarades profilers. Les profilers moulinent les rares éléments à leur disposition et ils en sortent un premier profil. C'est un homme blanc, entre 25 et 35 ans. Un homme parfaitement organisé, je dirais même méthodique. Il a planifié ses crimes. Un exemple. Les 3 filles ont été menottées avec du ruban adhésif. Et avant de partir, il leur a enlevé le ruban adhésif. Et il est reparti avec le rouleau. Il savait qu'en utilisant le ruban adhésif, il risquait de laisser ses empreintes. Donc c'est possiblement quelqu'un qui
qui connaît les méthodes d'investigation de la police. Ça s'appelle enfiler des pères. Mais il paraît que c'est une science. Autant vous dire qu'après le bis repetita, les gens commencent à avoir très peur. Il est là. Il rôde. Désormais, il y a un policier en uniforme à chaque coin de rue. Mais ça ne réussit pas à rassurer les étudiants. Désormais, elles ne se déplacent qu'en groupe, avec des garçons. Et si elles habitent seules, elles demandent à une copine de venir dormir chez elles. Certaines décident même de quitter Gainesville, de changer d'université. Et tant pis si la nouvelle est moins bonne. Au moins, elles n'auront plus peur. Une nouvelle race d'experts débarque à Gainesville. Les experts en criminologie du FBI. Ça aussi, paraît-il, c'est une science. Ils sont là parce que, de toute évidence, on a affaire à un serial killer. Et il est vrai que c'est un genre de tueur tout à fait particulier. Il a clairement la volonté de nous dicter ses règles. La scène de crime indique qu'il a tué de sang-froid, pas sous l'emprise d'une folie. C'est un homme qui sait parfaitement orchestrer ses actions et qui sait parfaitement comment éviter d'être pris. Les criminologues pensent que c'est un homme fort, physiquement, que probablement il a une intelligence supérieure, qu'il se prend pour le centre du monde, pervers narcissique, donc, et que l'idée qu'il peut être arrêté, emprisonné à vie, ou pire condamné à mort, ne l'affecte pas du tout. Il s'en fiche comme de l'an 40. Autant vous dire qu'à Gainesville, la parano est à son maximum. Le bureau de police reçoit des centaines d'appels. Des gens qui dénoncent leurs voisins, leurs collègues de travail. Il est bizarre, il est pas net. Et à chaque fois, faut vérifier. Ça prend un temps fou. Et pour l'instant, ça n'a débouché sur rien. Et puis le procureur, sous pression, organise une conférence de presse. Vous pouvez être certain d'une chose. Nous le chercherons sans relâche. Nous le trouverons et nous le traduirons devant la justice. Je vous remercie. Le lendemain, vous entendez, le lendemain, dans la résidence universitaire Gatorwood, un étudiant et une étudiante sont aux abonnés absents. C'est l'un de leurs amis qui s'en inquiète. Il s'appelle Manuel Taboada et Tracy Pauls. Ils habitent tous les deux ici. On devait se voir, ils sont pas venus. Alors je suis allé frapper à la porte de leur appartement, ils répondent pas. S'il vous plaît, vous avez les clés des résidents. S'il vous plaît, ouvrez leur porte. J'ai un mauvais pressentiment. Le gardien de la résidence accepte. Ils montent tous les deux. Ils ouvrent la porte. Et depuis le palier, ils voient que l'appartement est en désordre. Et par terre, dans l'entrée, ils voient un sac noir. Ils referment la porte et ils appellent la police. Quand les policiers arrivent sur place, ils ouvrent à nouveau la porte. Le sac noir dans l'entrée a disparu. Le gardien a bien fait d'attendre, parce que quand il a ouvert, il y avait donc quelqu'un dans l'appartement. Ils avancent, et dans le couloir, ils tombent sur le corps de Tracy Pauls, nue, sur le dos, les jambes écartées. Elle a reçu 3 coups de poignard dans le dos, et elle a des marques de ruban adhésif au poignet. Et elle a été violée. L'autopsie le confirmera. Son corps a visiblement été lavé. Les policiers continuent d'avancer dans l'appartement. Et ils trouvent Manuel Taboada sur son lit, dans sa chambre. Mort. Poignardé lui aussi. Au visage, au cou, à la poitrine, au bras et dans la jambe droite. Hé, regarde les plaies sur ses bras. Moi j'ai bien l'impression qu'il a lutté contre son agresseur. Et pourtant il m'a l'air sacrément costaud et musclé ce gars-là. Hein. Pour le neutraliser, il a fallu une sacrée force. Le verrou de la baie vitrée a été fracturé à l'aide d'un tournevis. C'est par là que le tueur est entré. La manière dont la jeune Tracy Pauls a été tuée permet de rapprocher tout de suite ce meurtre des 3 autres. La nouveauté, c'est que l'une des victimes est un homme, même si on peut penser qu'il a été tué parce qu'il était là, et que sans doute il n'était pas l'objectif. En tout cas, on en est à 5 victimes. Dans la foulée, certaines résidences étudiantes décident de fermer.
temporairement. Et d'autres recrutent des vigiles pour sécuriser les bâtiments 24 heures sur 24. Le jour même de la découverte des corps de Manuel et Tracy, une piste s'ouvre. 2 policiers repèrent 2 types plutôt louches à l'orée d'un bois en périphérie de la ville. Un homme noir et un autre blanc. Haut les mains, le noir est arrêté, mais le blanc réussit à s'enfuir. Et les policiers découvrent qu'ils étaient tous les 2 en train de marcher vers un campement de fortune, dans le bois. Un campement dans lequel ils trouvent des tentes et des sacs de vêtements. Et parmi tout ce fatras, des billets de banque tachés d'encre rouge. Ça te rappelle quelque chose? Le hold-up dans la banque l'autre jour. On nous avait signalé un homme noir et un blanc. Je pense que c'est eux. Et dans la foulée, le noir balance le nom de son copain en cavale, Mike Kennedy, inconnu au fichier. Est-ce que tout ça a quelque chose à voir avec notre tueur en série? On l'a cru, on l'a espéré, mais il faut se rendre à l'évidence. Ces 2-là n'ont rien à voir avec notre affaire. Alors on coffre celui qui a été arrêté pour le hold-up, et puis c'est tout. De toute façon, ça vient de tomber. Pour les meurtres, on a enfin un suspect. Eddie Humphrey, 20 ans. De nombreux témoins nous ont signalé son comportement bizarre sur le campus. Et en plus, il habite la résidence Gatherwood, là où sont mortes les 2 dernières victimes. Alors j'ai regardé le fichier, j'ai retrouvé la trace d'une agression de sa part contre sa grand-mère. Donc c'est un gars qui est violent. La décision est prise de l'interpeller illico. Et à l'occasion de son interrogatoire, on lui fait un prélèvement de salive, de cheveux et de sang. On est en 1990. Je vous l'ai dit, l'utilisation de l'ADN dans les enquêtes criminelles en est à ses tout début. Mais sur ce coup-là, eh bien, elle permet d'innocenter Ed Humphrey. Son ADN ne correspond pas aux empreintes relevées sur les victimes. Et voilà, on n'a plus de suspect. Pendant ce temps-là, le FBI active un fichier qui est assez génial. C'est un fichier qui permet de comparer les scènes de crime de Gainesville à d'autres crimes commis aux États-Unis. Bon, on a peut-être quelque chose. Un triple meurtre qui a été commis il y a 8 mois à Shreveport, en Louisiane, et qui a toujours pas été élucidé. Tu vas voir, j'ai le dossier, il y a plein d'éléments qui ressemblent à notre affaire, plein. Les victimes de ce triple meurtre commis en Louisiane sont toutes de la même famille. Les Grissom. Tom Grissom, 55 ans, sa fille Julie, 24 ans, et son petit-fils Sean, 8 ans. On les a retrouvés poignardés chez eux. Le grand-père et son petit-fils dans le salon, et Julie nue au bord du lit, dans la même position exactement que Sonia Larson. Elle aussi avait des traces de ruban adhésif au poignet. Elle aussi a reçu 3 coups de couteau dans le dos. Et son tueur a nettoyé son corps pour effacer les traces. Il a même mis ses vêtements à la machine à laver. Et d'après le légiste, eh bien l'arme utilisée est un poignard de type Kabar, comme dans les 5 meurtres de Gainesville. Et dans cette affaire, personne n'a été arrêté. Mais on a un suspect, un certain Danny Rolling, 37 ans, originaire de Shreveport. Malheureusement, il est en cavale. Il est en fuite depuis qu'il a tenté de tuer son propre père. On est à sa recherche, mais pour l'instant, je dois vous dire qu'on a fait chou blanc. Et là, incroyable coup de chance, le jour même, le dénommé Rolling se fait arrêter pour un hold-up dans une épicerie à Ocala, en Floride. Si ça se trouve, on vient d'arrêter le tueur en série qui a fait donc 8 victimes. En tout cas, il a le profil. Alors, voilà tout ce que j'ai réussi à rassembler à son sujet. Il a le sacré passé, un autre gars. D'abord, il a été inculpé pour des faits de voyeurisme quand il était adolescent. Plus tard, il a été condamné pour agression sexuelle, vol par effraction et pour une série de hold-up à main armée. C'est un braqueur, tu dis? Oui, il a sévi en Géorgie, dans l'Alabama et dans le Mississippi. Un braqueur.
Tu te souviens du braqueur qu'on avait arrêté dans le campement sauvage, là, après les premiers meurtres? Le gars nous avait dit que son complice qui s'était enfui s'appelait Mike Kennedy. Mais c'était peut-être pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était peut-être Rolling. On a gardé les affaires qu'on avait saisies dans le campement? Ouais, je crois. On ouvre les boîtes dans lesquelles sont stockés des objets saisis dans le campement de fortune du bois de Gainesville, et on s'aperçoit que dans le tas, il y a un magnétophone, et il y a une cassette audio. Et figurez-vous que dessus, Rolling a enregistré une sorte de confession. Vous savez, je sais que je vais passer ma vie en cavale, mais je me débrouille de mieux en mieux. Ne soyez pas désolés pour moi. Ne vous inquiétez pas. Je suis un grand garçon. Je m'en sortirai. Eh bien, on va aller l'interroger. Le grand garçon, puisqu'il vient de se faire arrêter pour avoir braqué une épicerie. Ça sent bon, hein, parce qu'on ne passe pas sa vie en cavale, comme il dit, pour être parti avec la caisse d'une supérette. Il a autre chose sur la conscience, ce type. Et avec un peu de chance, des agents spéciaux de la police de Floride débarquent à la prison fédérale de Mariana, où ce Danny Rolling est détenu pour le braquage de l'épicerie. Je vous le redis, je ne suis pour rien dans tous ces meurtres. D'accord? Puisque vous le dites, vous accepteriez qu'on vous fasse une prise de sang? Oui. Pourquoi pas? Il n'a pas assez regardé les experts à Miami, Monsieur Rolling. Il ne sait pas que dans le sang, il y a de l'ADN. Et que si on compare son ADN à celui retrouvé sur les scènes de crime, eh bien on va découvrir que c'est lui. C'est lui qui a tué Sonia, Christina, Krista, Manuel, Tracy, Tom, Julie et Sean. Aucun doute là-dessus. L'ADN ne peut pas mentir. Dès le premier interrogatoire, ça se confirme. Le type est un immense pervers. J'ai rien contre le fait de vous parler, mais je ne le ferai pas directement. J'ai tout raconté au gars qui est en cellule avec moi. Il s'appelle Lewis. C'est lui qui vous racontera. Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe, Monsieur Rolling. C'est comme ça que ça va se passer. C'est à prendre ou à laisser. C'est fascinant de voir à quel point ce type est un manipulateur. Il impose sa loi. Et les policiers disent oui, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et donc le copain avoue à sa place les 8 meurtres. Et vous savez pourquoi il a fait ça? Son mobile. Il m'a dit qu'il voulait devenir aussi célèbre que le tueur en série Ted Bundy. Et que c'est pour ça qu'il avait commis ces 8 meurtres. Est-ce qu'il reconnaît aussi les meurtres de Shreveport, en Louisiane? Oui, il m'en a parlé. C'est lui qui les a tués. Il a tué un vieil homme et un petit enfant. Pourquoi? D'après ce qu'il m'a dit, c'était pour atteindre le chiffre de 8 victimes. Et pourquoi 8? Eh bien, une victime par année qu'il a passé en prison. C'était ça son but. Un pervers narcissique, psychopathe, pur jus, pur sucre. Danny Rolling a décidé de plaider coupable. Et donc au procès, on ne rentre pas dans les détails de chacun des crimes. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Mais lui profite du procès pour se faire reluire, pour construire son propre mythe de tueur en série star. Et quand on lui demande pourquoi il est devenu comme ça, mon père me battait. Et c'est ça qui m'a poussé à devenir un tueur en série. Et ma mère, elle a laissé faire. Et c'est pour ça que je tue de préférence des femmes. Pour lui régler son compte à ma mère. À la fin du procès, Rolling se tourne vers les familles de ses 8 victimes. Je voulais vous dire, je regrette de tout mon cœur ce que mes mains ont fait. Ses mains, pas lui.
Le 20 avril 1994, Danny Rolling est condamné à mort. Il sera exécuté par injection létale. À l'annonce du verdict, il se lève et il se met à chanter. I love you, darling. I love you so much, so much, so much. Et vous savez pour qui il chante? Pour sa fiancée, qui est dans la salle. Elle s'appelle Sandra London. Et elle est écrivaine, figurez-vous, auteure de romans policiers. Elle s'est entichée de lui après avoir quitté son chéri précédent qui s'appelle Gérard Schaeffer, un autre tueur en série, à qui on prête 30 victimes. Sacrée tordue, elle aussi. Danny Rolling passe 12 années dans le couloir de la mort. Il est exécuté par injection létale le 25 octobre 2006. Et au moment où on lui injecte le produit mortel, eh bien, encore une fois, il se met à chanter un hymne évangélique dont il a écrit lui-même les paroles. Jusqu'au bout, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Il est déclaré mort à 18h13. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'incroyable histoire du serial killer américain Danny Rolling qui, en 1990, en Floride, a tué 8 personnes avec la seule motivation d'être aussi célèbre qu'un autre tueur en série qui s'appelait Ted Bundy. Il a été condamné à mort et il a été exécuté en 2006. Et je débriefe cette histoire avec vous, Lionel Camille. Vous êtes auteur et vous êtes aussi youtubeur passionné de serial killer américains et vous avez consacré l'une de vos vidéos sur YouTube à cette histoire que j'ai regardée. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement chez ce type-là, Lionel? Moi, ce qui m'a intéressé, c'est justement le rapport avec le cinéma d'horreur. Parce que, je sais pas si on en parlera un peu plus tout à l'heure, oui. Le film Scream, donc c'est un film qui a été réalisé en 1996, donc 6 ans après les actes horribles de Danny Rolling, le scénariste s'est inspiré clairement de l'affaire de Danny Rolling. Il l'a dit ou vous le supposez? Ah, il l'a dit, il l'a déclaré. Il était en train de regarder un documentaire à la télévision, un reportage sur l'affaire, et c'est assez amusant comme anecdote parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'à ce moment-là, sa fenêtre était ouverte. Et là, il a commencé à prendre peur et il s'est demandé et si quelqu'un rentrait dans la pièce par la fenêtre. Donc, il a tout de suite refermé la fenêtre, j'imagine. Et cette scène d'ailleurs est dans le film Scream. J'ai une question un peu intime à vous poser, mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ce type de personnage-là? Parce que c'est un psychopathe. Il n'y a pas de rationalité dans ses crimes. C'est un fou, pour résumer. Ah oui, mais c'est tellement hors norme. Justement, cette affaire, elle est tellement dingue parce que c'est l'une des pires que je connaisse en fait, par son intensité, par sa violence, par la complexité aussi du personnage de Danny Rolling, qui effectivement est un monstre, mais qui par certains côtés montre quand même une certaine humanité. Il a un côté artiste, ça c'est l'une de ses rares qualités. C'est peut-être la seule once d'humanité qu'on peut retrouver chez lui, c'est que il était extrêmement doué en dessin et c'était un bon chanteur, enfin de mon point de vue, et il était musicien. I love you so much. Il dit que son mobile était d'entrer au panthéon du crime, c'est-à-dire faire mieux que Ted Bundy, ce qui n'est pas arrivé à faire, hein, puisque Ted Bundy a fait 30 victimes. Vous croyez en cette motivation? Ce personnage était effectivement, comme je l'ai dit, très complexe, plein de contradictions parce que lors du procès, il a plaidé coupable, mais d'un autre côté, il a voulu se décharger de sa responsabilité parce que il a notamment dit qu'il n'était pas lui-même au moment des meurtres, que c'était un démon même qui l'avait poussé à commettre ces actes, un démon dont il avait donné le nom à une entité appelée Gemini. Gemini, qui veut dire Gémeaux.
On va y revenir Donc, là-dessus parce que ça voilà. vous amène, vous, un peu plus loin que ça. Mais bon, il veut battre Ted Bundy, il n'y arrive pas du tout, il lui arrive à la cheville, et il n'est pas nécrophile. Ce qui rend Ted Bundy vraiment particulier, c'est sa nécrophilie. Là, on a affaire à un psychopathe qui tue des filles, qui certes les laisse toutes à peu près dans la même position, sur le dos, les jambes écartées. Il en décapite une, mais pas toutes. Il tranche les seins à deux, mais pas à toutes. C'est pas Ted Bundy ni de près ni de loin. Mais il y a quand même une sauvagerie dans ses crimes, avec cette volonté de choquer aussi. Ça, c'est vraiment très impressionnant, cette volonté. Et justement, il l'a clairement dit, notamment avec son crime sur Christa Hoyt. Il a dit qu'il avait vraiment placé son corps dans cette position pour choquer les personnes qui la découvriraient. C'est vrai que c'est pas courant quand même, hein. On retrouve une autre caractéristique du tueur en série, la cassette audio. Alors, elle était destinée à ses parents, je crois. Mais c'est typiquement le genre de truc qu'un tueur en série fait pour se faire mousser. C'est vrai qu'on se demande bien pourquoi il a pu faire ça. Peut-être qu'il pressentait qu'il allait se faire prendre, parce qu'autrement il aurait jamais laissé cet élément aussi compromettant. C'est vrai, parce que dedans, je sais pas si on va en reparler tout à l'heure, mais bon, il dit clairement qu'il va commettre les actes horribles qu'il va commettre, parce que dans un de ses derniers messages, il dit à ses parents, je vous laisse, il y a quelque chose que je dois faire. Ouais. Et c'est juste avant qu'il commette les meurtres, en fait. Pourquoi est-ce qu'il utilise un poignard militaire? Le rituel de l'arme est aussi une caractéristique des serial killers. Peut-être parce que son père, qui était policier à Shreveport, était aussi un vétéran. Il avait fait la guerre de Corée, notamment. Donc il a peut-être baigné, dans cet environnement un peu militaire. Et puis c'est vrai que c'est un couteau apparemment qu'on trouve très facilement dans n'importe quel surplus américain aux États-Unis, et voilà quoi. Alors il tue des garçons. Il tue un grand-père. Il tue un petit garçon. Est-ce que ce sont des victimes collatérales? Est-ce que c'est utilitariste? Ou bien est-ce que dans sa tête il peut y avoir une confusion sur le plan sexuel, par exemple? Dans ce qui concerne le premier triple meurtre à Shreveport, il a effectivement tué la famille Grissom, mais c'était Julie Grissom, l'infirmière de 24 ans, la fille de 24 ans, qui était la cible. Et donc il a éliminé au passage le père et le neveu. Je pense que c'était bien Julie Grissom qui était ciblée, et le reste de la famille a été des victimes collatérales, quoi. Et en ce qui concerne Manuel, Le compagnon. Le colocataire de Tracy Paules, lui c'est pareil. Ça a été une victime collatérale, je pense, parce que quand il est rentré dans l'appartement, il l'a neutralisé en premier. Il l'a tué durant son sommeil. Parce que c'était un athlète, hein. Il mesurait 1m90, pesait 100 kilos. Et voilà, il a fait tout intérêt à le neutraliser rapidement. D'ailleurs, c'est une autre particularité de Danny Rolling, moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'il n'hésitait pas à s'en prendre à plusieurs personnes en même temps. Ouais, seul. C'est quand même pas courant. Il allait tout seul contre 3 personnes. C'est quand même assez incroyable, hein. Il y a dans cette affaire un trait qui est très caractéristique des tueurs en série, c'est qu'il était pervers manipulateur. Je trouve la scène des aveux hallucinante. C'est-à-dire qu'il n'avoue pas lui-même. Il demande à un codétenu à qui il a raconté toute son histoire de bien vouloir raconter aux policiers. Il impose sa loi aux policiers. Ah oui, c'est vrai que c'est vraiment une facette aussi assez surprenante du personnage, hein. Même c'est pareil sur YouTube, on peut notamment voir une vidéo justement où il vient défendre justement sa petite amie entre guillemets, Sondra London, et on voit qu'encore une fois il impose sa loi, quoi. Il impose sa loi, parce que en fait je crois que c'est le juge lui demande est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, et c'est là que il y a cette scène où en fait il se met à chanter, en fait. On lui demande s'il y a quelque chose à ajouter, il se met à chanter un hymne d'amour à Sondra London. Voilà. Qui vient en fait, donc il ne pense qu'à son petit plaisir, en fait, hein. Il ne pense qu'à son plaisir. Laquelle Sondra London était avant la compagne d'un tueur en série qui s'appelait Schaeffer et qui vient de le quitter pour Danny Rolling. Elle est sacrément tendue, celle-là. C'est clair que elle avait des goûts spéciaux. Elle a des goûts spéciaux parce qu'elle est toujours vivante, en fait. Elle est un petit peu âgée maintenant, mais
Elle est toujours vivante. Elle est attirée par le tueur en série. Les profilers, vous avez entendu mon scepticisme, vous qui baignez dans les enquêtes américaines. Vous croyez aux profilers? Disons qu'ils peuvent orienter les enquêtes, mais de là à les résoudre, ça. On voit quand même que et c'était pas totalement affaire, il avait quand même dit que c'était quelqu'un, c'était quand même quelqu'un qui avait un lien avec la police. Et effectivement, le père de Danny Rolling était policier. S'il avait fait d'autres victimes, on est d'accord qu'il l'aurait dit. Très certainement, oui. Très certainement. Au point où il en était, de toute façon, parce qu'il a avoué les 3 derniers meurtres de Shreveport. Au départ, il les a pas avoués, il les a avoués uniquement dans le couloir de la mort. Ouais. Alors on va en revenir à vos, je dirais pas délire, mais ce moment où vous rapprochez ces meurtres-là de films d'horreur. Vous considérez, vous, que il s'est inspiré dans ses crimes du film L'Exorciste, 3e opus. Expliquez-nous ça. Il s'est pas forcément inspiré de ce film, mais il y a un lien possible avec le film L'Exorciste 3. Pourquoi ? Parce que, en fait, lors du procès, à un moment, il a adopté comme système de défense de dire qu'il n'était plus lui-même au moment des crimes. À partir du moment où il enfilait sa tenue, la tenue qu'il portait, il était vêtu de noir avec une cagoule noire, il a dit qu'il n'était plus lui-même et qu'il ne reprenait possession de ses esprits que le lendemain matin, donc après que les meurtres aient été commis, quoi. Et ça, en fait, il a expliqué ça au moment du procès. Et en fait, il a dit qu'il n'était pas lui-même et que c'était un esprit, un démon qui avait pris possession de lui. Alors ça, c'est très américain, attention, hein. Un démon qui s'appelait Gemini, c'est-à-dire ce qui veut dire Gémeaux en anglais. Or, ce Gemini, le nom qu'il a donné, c'est peut-être une référence à un tueur en série qui est dans un film d'horreur qui s'appelle The Exorcist 3, qui a été réalisé par William Peter Blatty. Dans ce film, il y a un tueur en série qui s'appelle le Gemini Killer. Et il se trouve que ce film, L'Exorciste 3, est sorti sur les écrans américains le 17 août 1990, soit une semaine avant son massacre de Gainesville. On sait s'il l'a vu? Justement, on ne sait pas. Mais il est possible que Rowling ait vu ce film parce qu'il avait quand même une semaine pour le voir avant de commencer ses crimes, et surtout il avait encore pratiquement 15 jours pour le voir avant de se faire arrêter à Ocala. Voilà pourquoi c'est quand même assez troublant de voir que lui aussi, c'est peut-être, du moins il a pris un film pour comme système de défense en fait quelque part. Ça n'a pas marché du tout, hein, mais bon, c'est quand même assez troublant, quoi. C'est un déclencheur, quoi, le film. Parce qu'évidemment, on se pose la question, ce type tue 8 personnes en quelques mois. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué avant? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué quand il était plus jeune? Pourquoi, en fait, son passé n'est constitué que de braquage, d'agression? Il y a une affaire d'exhibitionnisme qui est pas déterminante. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le film déclenche la série de crimes? Ah non, moi je n'irai pas jusque-là. Attention. Non, je pense que comme vous disiez si bien, c'est un manipulateur. Donc il a peut-être trouvé cette idée après pour se défausser, comme système de défense, pour dire qu'il n'était pas vraiment responsable de ses actes en fait. Je pense que c'est plus ça. Parce qu'il a commis son premier triple meurtre, c'était en novembre 1989. C'était bien avant que le film sorte, de toute façon. Et je pense qu'il en est venu à ses actes parce qu'il avait une extrême rage en lui et ça a explosé à cette période. Alors pourquoi, on ne sait pas pourquoi à ce moment-là. C'est vrai que personne n'était dans la tête de Danny Rolling, hein. Mais on préfère pas en même temps. Depuis longtemps. On préfère pas être dans sa tête en même temps. Après, il a eu un parcours assez classique, je dirais, des tueurs en série, quoi. On voit bien qu'il y a eu une montée en puissance. Sa carrière criminelle, entre guillemets, est allée crescendo. Il a commencé par du voyeurisme, des petits cambriolages, des braquages, etc. Et puis après, il est passé vraiment à du beaucoup plus violent, quoi. Il a vraiment sombré dans la violence, quoi. Vraiment la plus extrême, quoi. Revenons 2 secondes au fait qu'il ait chanté 2 fois à l'occasion de son procès. Il y a un autre grand tueur série américain, Charles Manson, il avait fait un disque. Il était chanteur. Oui. Au début de sa carrière, il était même ami avec les Beach Boys. Donc c'est assez perturbant de voir que voilà des artistes comme ça, des personnes qui auraient pu choisir la voie artistique, finalement
ils ont bifurqué et puis voilà, malheureusement ils ont très mal fini et puis surtout ils ont emporté beaucoup de vies innocentes par leurs actes, quoi. C'est assez terrible. Je pense que, comme je l'avais dit dans ma vidéo, je pense que si Danny Rolling avait choisi la voie artistique, il n'aurait peut-être pas commis ces massacres, quoi. Voilà. Vous qui pataugez dans tout ça depuis longtemps, est-ce que vous avez une réponse à la question que je pose éternellement? Pourquoi est-ce qu'il y a des tueurs comme ça aux États-Unis et pas en France? Parce que les États-Unis sont le pays de l'extrême, de mon point de vue. C'est vrai que tout est beaucoup plus larger than life, comme on dit là-bas. Les voitures sont plus grandes, les assiettes au restaurant sont plus grandes. Donc les tueurs en série, c'est pareil. Ils sont beaucoup plus, ils sont taille maximum là-bas. Et puis c'est aussi le résultat de cette société américaine qui est sans doute très fractionnée. C'est vrai que là-bas, il y a aussi beaucoup de problèmes sociaux, il y a beaucoup de familles qui sont dysfonctionnelles, qui sont fragmentées, parce qu'on voit bien que Danny Rolling est issu d'une famille dysfonctionnelle. C'est vrai que son père lui faisait subir des sévices physiques, psychologiques, et voilà. Et le résultat, c'est que ça crée des tueurs comme Danny Rolling ou Ted Bundy ou d'autres personnages assez sinistres. Merci beaucoup Lionel Camis, c'était un plaisir de débriefer cette histoire avec vous et je renvoie donc à votre chaîne sur YouTube qui s'appelle Lionel Camis, qui est plutôt une bonne idée quand on s'appelle Lionel Camis. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.